Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Merci d'être avec nous ce matin, 6h18 mars. On a une journée bien remplie en actualité. Monsieur Carney, qui continue à voyager, va passer de Londres au Nunavut. Alexandre, bonjour. Isabelle, bonjour. Peut-être trouver que le climat est un petit peu plus froid. Ouais, on a perdu quelques degrés. Et ce matin, là, il y avait de la petite givre. Hein? J'ai dû utiliser le petit grattoir. Ouais, moins 12. Ouais, mais il va y avoir des heureux quand même dans toutes les régions où on est pris avec des inondations. Oh, oui. Ça n'avait pas de bon sens là, avec la fonte des neiges, avec la pluie qui est tombée. Même si à Montréal, on n'a pas eu beaucoup. Là, c'était fou, les images hier, les rivières très hautes, les inondations. Ben oui, beaucoup. Beauceville, Drummondville aussi. Je regardais un peu l'état de situation. Il y a encore plusieurs cours d'eau qui sont sous surveillance. Inondations moyennes ou encore mineures. 6 cours d'eau actuellement. À plusieurs endroits, ça tend à se résorber quand même. Là. Mais on parle de quand même plusieurs personnes évacuées. Entre autres, à Drummondville, là, c'était par centaines qu'on a dû évacuer. Là. Ouais, ça a été pris de court. Bon, un qui retourne à la vie normale, là. C'est notre ancien premier ministre. Non, mais sincèrement, j'ai trouvé ça excellent, cette photo. Je sais pas si les gens l'ont vu sur Instagram. Justin Trudeau avec un panier à magasinage, un panier d'épicerie, mais au Canadian Tire. Hier matin, veste de jeans, casquette, là, très, très, très image simple citoyen. Sur sa casquette, quand même, il y a une espèce de canot, kayak. Je pense que c'est un symbole, j'ai peut-être un peu autochtone ou d'un Ça se je sais pas qu'est-ce que c'est. Puis dans le panier, quand même, on voit qu'il va faire la cuisine. Là. Non, mais en fait, on voit qu'il se rééquipe. On voit qu'il se rééquipe, c'est ça. C'est pour son bachelor. Son trousseau. son nouveau trousseau se rééquipe parce que lui, effectivement, il vivait dans une résidence officielle jusqu'à vendredi ou je sais pas quel jour il a quitté. Fait que tout était fourni. Oui. Ça venait meubler. Mais c'est drôle, je me suis posé la question. Mais non, mais mettons ce qu'il y a mettons tout est fourni. Je pense qu'ils ont ces choses personnelles un peu, les bibelots, les décorations, des choses personnelles. Mais mettons la rampe à fromage. Là, appartient-tu à la résidence du premier ministre ou appartient... C'est-tu à Reine ou c'est à Justin? Je sais pas. Il s'est séparé aussi dans les dernières années. Il n'a pas eu le temps de se rééquiper non plus. Là. Fait que là, il est chez Canadian Tire dans le rayon des affaires de maison. Ben, il peut se faire des œufs, là, parce qu'il y a une spatule, il y a pile patate aussi. On voit une espèce de tamis. Il pourra se faire du riz ou encore des pâtes, ça, c'est certain. Il y a quand même des bonnes marques. Là. Je vois des batteurs. Il pourra se faire de la crème fouettée ce matin. Là. Bon, OK. T'as analysé ce qu'on voit dans le... Ah, oui. Parce qu'on voit pas tout le panier, mais dans l'angle, on en voit quelques items. Oui. Puis c'est des bonnes marques quand même. Là. C'est bien équipé. Aussi. C'est quoi des bonnes marques? C'est du Starfrit? C'est vrai qu'il n'y a pas Starfrit. Il n'y a pas Starfrit. Là, ce qu'il faudrait analyser, c'est ce qu'il a acheté canadien. Hey, ça, c'est une bonne... Mais chez Canadian Tire, il est dans le magasin, là, il peut pas être plus typiquement canadien, mais... Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a le sens... tu sais, les appareils fonctionnent ensemble. Là, les louches, tout ça, tout le bâton, tous les manches sont verts. En kit. Sont en kit. Je pense qu'il y a l'œil pour ça, là. Bon. Mais moi, c'est surtout, c'est ça. C'est la légende en dessous de la photo. Ça fait du bien un lundi matin au Canadian Tire. Non, c'est... Et il y a un côté Retour où à la tu vie dis... normale. Il y a un côté où tu dis, il doit être content, là. Il doit être satisfait de retrouver une certaine vie normale. Bon, je pense qu'il est pas content de la façon que ça a fini. Il a été ni plus ni moins mis dehors par son parti et tout ça. Mais une fois avalé la pilule politique, mettons, il devait être zen. Il devait avoir un côté zen de dire, parce que probablement que l'entre-deux est un peu plate à vivre. Là, t'es là, puis t'es plus là, puis t'as tous les inconvénients, mais là, t'as pas encore... Mais là, il retombe vraiment dans une vie tranquille. Il y a il y a le visage détendu sur la photo. Tout à fait. D'après moi, il y a une pression de moins. Tout à fait. Est-ce que t'as fouillé dans mes archives, toi? Bon, je veux saluer Marianne à la recherche. Hier, on a beaucoup ri. Il y a plein de choses qui existent sur les réseaux sociaux. Puis on apprend beaucoup de choses dans l'émission. On apprend ta passion pour la musique. On apprend, comment t'étais bon avec Génie en herbe. Mais là, il y a quelque chose que j'avais complètement oublié. Et c'est ton rôle de comédien. T'es vraiment un bon comédien. Et c'est arrivé, ces archives-là, on les a trouvées lorsque tu as participé à l'émission. Dieu merci. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? D'abord, il n'est pas gros. Ouais. Deuxièmement, il n'est pas entraîné. Ouais, faut voir la télé. Troisièmement, il ne sait pas sauter à la corde à danser.
Quatrièmement, ses cheveux sont ridicules. Ouais. Fait qu'il va manger toute une! On pourrait dire que vous avez plusieurs points en commun. Mario est dans un sketch, vous vous souvenez de Dieu merci, où les personnalités publiques sont garrochées avec des comédiens maison dans une scène où ils n'ont pas d'idée puis doivent se démerder avec les répliques des comédiens. Là, t'es habillé en boxeur avec une coupe longueuil. Non, mais il y avait une belle intensité dans ton t'étais jeu, bon. Mario. Oui, il y avait une belle intention. T'incarnais le personnage. Il y avait une belle intention. En tout cas, on a beaucoup ri hier, mais moi, je t'ai oui, trouvé bon. Plus le sketch avançait, plus t'étais à l'aise avec les répliques. Mais, tu sais, c'est un... L'improvisation, c'est déjà un art, mais l'improvisation jouée, là, c'est comme 2 arts. C'est fou! Que je maîtrise pas totalement. L'improvisation, peut-être un petit peu plus, mais c'est 2 arts que je maîtrise pas totalement. J'ai fait ça avec humilité. Et la coupe Longueuil, ça te va bien quand même, Mario. Hein, C'est-tu la vraie coupe Longueuil un peu sur le côté? Ouais, c'est une coupe Longueuil blonde retravaillée là, qu'on m'avait faite à l'époque. Mais c'est parce que t'étais un boxeur amateur, on va le dire comme ça. Puis, tu sais, mais je regarde les images, on les voit à l'écran. J'avais quoi, 37-38 ans à l'époque? J'aurais changé de catégorie de poids. si je le refaisais aujourd'hui, je serais plus dans la même catégorie de poids. J'aurais évolué de ce point de vue-là. Bon, qu'est-ce qu'on attend la météo? La météo, tranquillement, on va gagner des degrés. Aujourd'hui, 8 degrés, c'est généralement ensoleillé. Ce matin, on a quand même un petit ressenti, là, un petit moins 12. Puis il y avait un petit peu de givre là, sur les vitres de la voiture si vous n'êtes pas parti de la maison. Puis à partir de demain, là, déjà, on gagne quelques degrés jusqu'à jeudi 15. L'arrivée du printemps, on attend des températures agréables. Ouais. Puis mais le système là, qui se pointait avec le mélange pluie-neige vers la fin de la semaine, ça existe-tu encore? Ça existe encore. Ça semble vouloir tomber dans la nuit de jeudi à vendredi sous forme de pluie, quoique mercredi, on passe à accord de 15 à moins 4. Donc, ça se pourrait qu'au passage, on ait un petit changement de précipitation. Donc, on surveille ça jeudi, puis une autre petite entité samedi à surveiller. Le Parti québécois qui a gagné dans Terrebonne. Oui, c'est une victoire quand même assez éclatante là, du Parti québécois et de la candidate Catherine Gentilcorps. 52,74% contre 28,78% pour Alex Gagné de la CAQ. Alors, c'est plus qu'une majorité. Des miettes vraiment pour les autres. Là. Le Parti libéral récolte à peine plus de 8%, à peine plus de 4% pour Québec solidaire. Voici d'ailleurs la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon et de la nouvelle députée de Terrebonne, celle qui va succéder au député démissionnaire Pierre Fitzgibbon. On dira que je vous la ferai entendre un peu plus tard. Et François Legault aussi, dans sa réaction, si je vous résume... Qui est arrivé tôt. Qui est arrivé après 50 minutes dans la soirée électorale. Puis aucun média, est-ce que je comprends, aucun média à cette heure-là avait déclaré un gagnant, mais ça semblait, après quelques boîtes de scrutin, ça semblait évident. Il y avait une tendance très, très claire et François Legault disait essentiellement aux gens du Parti québécois et à la nouvelle députée, Mme Gentilcorps, profitez-en. Profitez-en. Parce que dans quelques mois, dans 16-18 mois, lors de l'élection générale, ils ont l'intention de reprendre la circonscription. On me dit qu'on est en mesure d'entendre M. Paul Saint-Pierre Plamondon, suivi de Mme Gentilcorps. Les citoyens de Terrebonne ont choisi l'espoir. Ils ont choisi une démarche authentique. Ils ont choisi de bâtir un renouveau politique, une victoire solide à la fois. Cette victoire, c'est surtout celle de Québécoises et de Québécois aux 4 coins de notre pays qui cherchent une solution. Qui cherchent une solution à un gouvernement usé, dépassé, fatigué. Et en ce sens, en élisant une 5e députée du Parti québécois, Terrebonne a parlé au nom de la majorité des Québécois qui veulent un renouveau. Ce soir, le signal que les gens de Terrebonne envoient avant tout, c'est un message très clair à la CAQ. Les Québécois veulent un gouvernement responsable. Ils veulent des députés qui leur disent la vérité sur l'état des finances publiques, sur le bilan de leur gestion économique, sur les coupes budgétaires qui affectent gravement les services en santé et en éducation notamment. Oui, c'est une victoire éclatante pour le Parti québécois. Il n'y a pas de doute là-dessus, à plus de 50% du vote. Parce que pour moi, la CAQ avait perdu cette élection-là en 2 moments. D'abord, le jour de la démission de Pierre Fitzgibbon était déjà aux 3/4 perdu, là. Dans le sens que, tu sais, c'est un candidat vedette. Tu présentes dans Terrebonne un candidat vedette. Il lâche en cours de mandat. Tu sais, les gens sont toujours déçus, là, tu sais, qu'ils sont abandonnés par leurs députés. Puis, tu sais, toute l'histoire de Fitzgibbon n'a pas bien fini parce que tous ces dossiers, Nordvolt, tout ça, fait que déjà, le départ de leurs députés avait donné une raison. L'autre affaire, c'est qu'au cours des derniers mois,
la situation de la santé s'améliore pas beaucoup. Ça clique, c'est un scandale épouvantable. Donc, si je suis la CAQ, je veux dire, dans les circonstances, ça aurait pu être pire parce que, dans le fond, c'est comme si c'est vraiment une lutte à deux. Là. Il reste dans la course. On a déjà vu des partis au pouvoir se faire lessiver. Mais, je dis ça, il y a un questionnement quand même. Tu gagnais avec presque 50%. Je pense que Fitzgibbon avait eu 40 quelques. Puis là, tout à coup, c'est le PQ qui est rendu à 50% du vote, 53%. Il y a eu beaucoup de votes qui ont basculé. Et la question qui va finir par se poser, c'est est-ce que François Legault est encore l'homme de la situation? Est-ce que François Legault est capable de redonner un élan à son parti en recrutant des nouveaux candidats, en développant des nouveaux éléments de programme? Redonner ses... Ou est-ce que c'est un nouveau chef là, qui va être capable de faire ça pour la CAQ? Ça fait 2 partiels, là. Oui. Jean Talon, Terrebonne. Là, qu'est-ce qui va se passer aussi? Il y en aura une autre élection partielle là, qui va venir à Arthabasca à la suite du déclenchement fédéral. C'est un autre portrait complètement parce que d'Arthabasca, probablement que le candidat conservateur va être Éric Duhem. Ouais. Hier, Éric Duhem a fait 3% dans Terrebonne. C'est vraiment mauvais pour lui. Là. Vraiment aussi. Québec solidaire à 4, lui à 3, c'est terrible pour ces deux-là. En bas de 5% de toi et moi, c'est pas glorieux, là. Donc là, ça va être une lutte complètement différente avec Éric Duhem dans le portrait. S'il se présente, mais moi, je pense qu'il va y aller. Je pense qu'il va être candidat dans la circonscription d'Arthabasca. Lui-même, je parle pas juste de son parti, lui-même va être le candidat comme chef du Parti conservateur. Alors là, ça va changer les choses. Est-ce que le PQ, la grande question, est-ce que le PQ va être capable de continuer sa série dans Arthabasca? Ça va être la question. M. Carney, lui, continue son voyage, fait faire un vol de Londres au Nunavut. Oui, pour poursuivre vraiment un début de semaine canon pour M. Carney. Annonce sur le renforcement de la souveraineté et de la sécurité du Canada. Il ne sera pas seul, va être accompagné donc de la chef d'état-major de la Défense, du ministre de la Défense nationale également et du premier ministre du Nunavut. Résumons un peu ce qui s'est passé. Il y a eu un gros lundi quand même, là, M. Carney, premier arrêt, Paris, Emmanuel Macron, où les deux ont fait une conférence de presse où on a martelé sur l'importance de ce lien avec le Canada et la France, mais aussi l'importance d'avoir un partenaire fiable. Alors là, sans nommer Trump pendant tout le point de presse, on a lancé quand même un certain message. M. Carney, par la suite, a pris le cap vers la Grande-Bretagne pour rencontrer le roi Charles III, pour rencontrer le premier ministre Starmer également. D'ailleurs, devant le 10 Downing Street hier, c'était bien d'entendre les journalistes demander à M. Starmer « Pourquoi vous n'avez pas défendu le Canada dans le bureau ovale avec M. Trump? » Et M. Starmer faisait à peu près la même face que quand le Donald s'en prenait au Canada, c'est-à-dire il est resté stoïque. Mais les deux, il y a autant Emmanuel Macron que M. Starmer... Ils sont prêts à dire que le Canada est un ami, un allié extraordinaire, merveilleux. On n'a pas assez de bons mots pour le Canada, mais quand on franchit la ligne de déplaire à Donald Trump, plus un mot. Non. Donc, comprenons que tout le monde a peur de Donald Trump. Comprenons que personne est prêt à défendre son voisin quand il s'agit de Donald Trump. C'est comme, face à Trump, chacun défend sa peau. Puis l'autre, le voisin, défend ta propre peau. Personne va se mettre dans le chemin. Tout le monde a tellement peur de Trump qu'il se dit moi, je vais défendre mon pays, ça va être assez. Fait que ça a obligé M. Carney à dire ben là, on n'a pas besoin des autres. Canada fort. Ah oui, on n'a pas besoin des autres pour défendre la souveraineté du Canada. C'était sa seule réponse possible face à ça, mais quand même, il va être passé à Paris et à Londres sans que personne ne réaffirme même que ça n'a pas de bon sens que les États-Unis menacent la souveraineté du Canada. Là. C'est vraiment... C'est sans dit long sur la fragilité de la situation. Il a essuyé quand même certaines critiques, notamment de la part des François Blanchet du Bloc québécois, là, sur la nécessité, l'utilité de ce voyage-là. Comment tu as vu ça, Mario? Est-ce que politiquement, là, c'était une bonne stratégie pour les libéraux de l'envoyer? Ça fait des belles images, de l'envoyer là, le montrer premier ministrable aussi à quelques jours du déclenchement. De un. De deux, de faire quand même cette démonstration que le Canada n'est pas complètement isolé. On a beau dire que ce que je viens de dire, là, qu'ils n'ont pas réaffirmé, là, ils ne sont pas mis dans le chemin de Trump pour réaffirmer là, que les États-Unis ne devraient pas s'en prendre au Canada, mais
Ils ont quand même réaffirmé leur amitié. Tu sais, l'image, c'est que le Canada n'est pas isolé, là, que le Canada a des alliés, puis des alliés en Europe. Fait que, non, moi, je pense que c'est un voyage qui est éminemment payant, réussi pour M. Carney. Voyage rapide en même temps. Après ça, quand on parle de l'utilité, là, faisons-nous pas d'illusions. Par exemple, sur la question de la diversification des exportations. Bon. Ça, si tu voulais faire un voyage là, pour aider les entreprises canadiennes à rentrer au Royaume-Uni ou en France, là, il faudrait que tu fasses un voyage de 4 jours avec une tournée de différentes grandes villes du pays, des rencontres avec les chambres de commerce. T'as pas signé d'entente en 24 heures. Non. Puis des rencontres avec les chambres de commerce, puis des ministres économiques présents, puis une délégation de gens d'affaires. On l'a déjà fait, là, une délégation, je sais pas, là, de 40, 50, des chefs d'entreprise ou des gens, là, des hauts placés des entreprises qui vont rencontrer des gens là-bas pour exporter. C'est pas ça du tout. Là. C'est pas ce genre de mission commerciale pour accroître les liens. C'est une mission, c'est un voyage court, symbolique, mais quand même bon pour M. Carney. D'ailleurs, ses affaires dans les sondages continuent à progresser d'une façon fulgurante. Coup de sonde vraiment très révélateur de Angus Reid. Donc, les libéraux obtiennent maintenant 42 %. Les conservateurs sont à 37 %. Et si on regarde, là, disons, à l'échelle fédérale, le vote du NPD s'est complètement écroulé. 9 % seulement, Mario. Et ce qui fait mal aussi, c'est qu'il y a une tendance très, très claire qui se dégage à la question suivante. Quel leader est le mieux placé pour gérer différents points, que ce soit la guerre commerciale, pour développer de nouveaux marchés, gérer les menaces d'annexion des États-Unis, protéger l'économie du Canada, les relations avec les provinces, améliorer les soins de santé et réduire le coût de la vie? À toutes ces questions-là, la réponse, c'est Mark Carney, avec des pourcentages beaucoup plus élevés que Pierre Poilievre. Et ça se reflète aussi à la question qui ferait le meilleur premier ministre. Dans 41 % des cas, les répondants répondent Mark Carney. Et les libéraux ont sauté d'ailleurs à pieds joints sur cette tendance-là. Vous avez peut-être vu passer, notamment sur les réseaux sociaux, un montage où on écrit le choix est clair. Donc, à gauche, vous avez Mark Carney. À droite, vous avez Pierre Poilievre. Et là, on écrit l'expérience ou l'incompétence, un plan ou un slogan, le calme ou le chaos. Oui, c'est une publicité où toute la stratégie libérale est résumée. Ce qui devrait inquiéter les conservateurs, c'est jusqu'à ce sondage, Angus Reid. Mark Carney allait surtout chercher le vote du NPD. Énormément du NPD, puis quand même beaucoup du Bloc. Puis avec ça, il rattrapait les conservateurs. Les conservateurs baissaient un petit peu, mais pas tant que ça, dans le fond. Tu sais, peut-être passaient de 42 à 40. Mais tu sais, là, dans le sondage d'hier, et puis quand tu le vois, quand tu regardes les courbes, là, depuis la fin de l'année 2024, quand tu le mets sur une courbe, tu dis, OK, là, la courbe conservatrice part vers le bas. Les courbes se croisent vraiment. C'est pas juste que les libéraux rattrapent, là, mais les libéraux continuent à gagner du terrain sous Mark Carney. Ça veut dire que là, à ce moment-ci, Mark Carney gruge carrément du vote conservateur. Il y a des gens qui votaient conservateur au mois de décembre, et que là, avec le départ de Justin Trudeau et l'arrivée de Mark Carney, se sont ralliés au Parti libéral. On va voir, c'est un sondage, mais quand même, il y a une tendance très, très, très forte. Puis on le sent, là, hier, il y avait un effort de M. Poilievre pour essayer de se repositionner dans l'actualité, que la taxe carbone n'est pas complètement éliminée. Oui, il l'a éliminée pour les particuliers, mais pas pour les industries. Puis lui, il l'éliminerait complètement, mais comment dire? Tu sais, en politique, quand t'es obligé d'expliquer, là... Tu sais, quand Poilievre tapait sur le clou de l'inflation, puis du coût de la vie, puis que le prix du bacon, des œufs, puis du café avait augmenté, il n'y a pas besoin d'expliquer, là. Tu sais, tout le monde comprenait du premier coup. Là, t'as besoin d'expliquer, ouais, les abolir la taxe carbone n'est pas complètement, parce que pour les industries, il reste une partie dans la loi, puis tout ça. Puis il a raison sur le plan des faits, là, c'est pas faux. Mais est-ce que ça va coller autant? Ben là, c'est ça. C'est ça. Bon, quand t'as besoin, je me répète, quand t'as besoin d'expliquer, c'est que ton message est moins percutant. Est-ce que nos députés auraient dû voyager moins? La question est intéressante avec ce qu'on apprend dans le journal ce matin. On sait que le déficit est historique, 11 milliards de dollars, mais malgré tout ça, les députés québécois continuent de voyager à l'étranger à grands frais. Donc, nos collègues ont mis la main donc, sur le budget global des missions interparlementaires pour 2024-2025. Ça a été fixé à 864 000 $. Ça, c'est 100 000 de plus que l'année précédente. Et parmi les voyages les plus coûteux, il y a eu 3 députés qui sont allés au Japon.
Coût total de la facture, 93 000 $ pour 3 jours. La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, elle défend ces déplacements-là en affirmant que l'absence du Québec sur la scène internationale, ça laisserait le champ libre aux représentants fédéraux pour parler au nom de la province. Maintenant, la grande question que, comme contribuable, on peut se poser, c'est ça a donné quoi, ces missions-là, dans le concret? Là? Mais d'abord, je ne sais pas comment on arrive à ce que ça coûte si cher. 3 jours au Japon, 93 000 $. Je sais que dépasser un certain nombre d'heures de vol, là, ils passent en première classe parce qu'ils considèrent. Mais 93 000, 3 jours. Tu sais, hôtel, tu couches dans un hôtel normal, 2-3 jours, je sais pas, 300 $ par nuit, ça fait 1000 $. J'essaie de. Pas 30 000. Non, j'essaie d'arriver. Oui. J'essaie d'arriver, puis je trouve même pas, là. Bon, 1. 2, moi, j'ai toujours défendu ces voyages-là. Je sais qu'ils sont très impopulaires dans la population. Mais c'est comme si j'ai un argument meilleur que j'ai jamais eu. Ah oui? C'est Donald Trump. Ah. Parce que voici le genre de relation entre parlements qui t'évite de générer des Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'un Donald... Cette idée là, que lui, les Américains ont raison sur tout, que tout le reste du monde, c'est tous des innocents... Moi, j'en ai. Puis moi, je peux en parler librement, je n'ai jamais fait. Fait que les gens qui seraient tentés de te dire, on sait bien, lui a été député, je n'ai jamais fait un. Fait que moi, le budget total de mes voyages, c'est 0. Fait que quand je défends ça, là, c'est pas du tout. J'avais pas. Pourquoi? D'abord, j'avais pas le temps, j'avais des enfants, j'étais chef d'un parti politique. Alors, j'avais pas le temps de faire ça. Là, quand on me disait qu'il faudrait partir 3, 4, 5 jours, ces journées-là, je les avais pas. J'étais jamais disponible, puis ça m'intéressait pas, puis je n'ai jamais fait. Mais. L'idée que des députés de tous les pays se croisent, se rencontrent, se parlent, se rendent compte qu'ils ont les mêmes problèmes dans leur pays, non, ce n'est pas inutile. Je veux dire, il y a une utilité, puis ça évite justement l'espèce d'isolationnisme à la Trump, de virer fou, puis de dire, nous autres, notre pays, on a raison, puis on se vire tout le reste du monde, on va leur déclarer la guerre, puis tout ça, on va... Fait que, oui, il y a une utilité. Maintenant, c'est dans une année où on coupe d'un soin de santé, parce qu'on a un déficit de 11 milliards, est-ce qu'on aurait pu dire, regarde, l'année passée, on avait un budget de 700 000 pour les voyages, on va le réduire à 650 plutôt que de l'augmenter? À mon avis, c'est une question. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est justifié. Je pense qu'on aurait pu dire, regarde, l'effort qu'on demande partout, on va le faire aussi dans les voyages des députés. Puis je me répète, des fois, je regarde les factures et je me disais, mais comment ils font pour dépenser, pour que les voyages coûtent aussi cher? Comment ils réussissent? Tu sais, je sais quand c'est le gouvernement, tout est toujours plus cher, puis le magasinage est plus cher, puis on profite jamais des rabais. Mais des fois, on se dit, c'est incroyable comment t'as l'impression que tu donnerais à des individus, mettons d'une compagnie privée, faites le même voyage, allez 3 jours au Japon, installez-vous à Kyoto, trouvez-vous un hôtel, quelques factures de restaurant, puis on arriverait à un quart du prix. T'sais, je sais pas comment. C'est comme si parce que c'est pas ton argent direct dans tes poches. Je sais. Et ça, c'est choquant pour la population. Ben, hier matin, on se parlait de ce message d'adieu de Paulo Bellemare. Tu nous disais, il avait demandé l'aide médicale à mourir sans donner le moment. Ben, ça s'est passé dans la journée d'hier. Il nous a quittés hier à l'âge de 68 ans. C'est son frère, Pierre Bellemare, entre autres, qui a mentionné sur sa page Facebook que son frère s'est éteint avec paix, sérénité, tenant la main de sa conjointe et de sa fille. Il laisse en héritage les très nombreuses manifestations de ses multiples talents, musiciens, auteurs, compositeurs, peintres et acteurs. Et sur la page de Paulo Bellemare, qui s'appelle Paulo Frère, là, si vous le cherchez, il a écrit lui-même « Paulo has left the building ». On voit sa guitare avec son chapeau sur la guitare en question. Celui qui a eu un diagnostic en septembre 2023 d'un cancer du poumon stade 4. Il a essayé des traitements expérimentaux. Ça n'a pas fonctionné. Puis le 3 mars, il avait mentionné sur sa page Facebook qu'il ne se battait plus, qu'il voulait l'aide médicale à mourir sans acharnement. Il dit « Malgré mon optimisme, tout mon enthousiasme et ma bonne volonté, le traitement ne fonctionne pas ». Par la suite, il y a eu pluie d'hommages depuis des jours et des jours. Il laisse donc dans le deuil sa conjointe, sa fille, sa petite-fille, celui qui était aux soins palliatifs depuis quelques jours au CHSLD Saint-Michel. Celui aussi qui compte une longue carrière musicale. On en parlait moins dans les dernières années, mais dans les années 70, il avait fondé le groupe Danger. Avant les Frères à cheval. Avant les Frères à cheval. Il y a eu le groupe Danger, un album. Ensuite, ça c'est dans les années 70. Ensuite, dans les années 90, Dédé Traqué, c'était un groupe de hip-hop, là aussi, un album qu'il avait fait avec son frère cadet André. Et en 94, les Frères à cheval. C'est lui qui avait fondé le groupe avec Thibaut de Corta en 1994. Et ils ont greffé à eux François Lalonde, Gilles Brisebois, Marat Tremblay, entre autres, dans la version originale des Frères à cheval. Il y a eu un premier album qui s'intitulait C'est pas grave. Et ensuite, en 97, le deuxième album, Frères, paix, amour et foin. Et c'est là qu'on a pu connaître cette fameuse chanson. J'aime mon voisin, c'est un
Il y en a plusieurs dans les dernières années qui soulevaient le point, épluchette de banane, c'est so-so comme parole. Puis lui disait, au fait, à l'époque, pour nous, épluchette de blé d'Inde, c'est ce qu'il a confié à la presse, c'est que c'était des cocottes de potes, puis c'était tellement gros que ça avait l'air des bananes. Donc lui, c'était l'analogie qu'il faisait de cette chanson-là. Le groupe a été nommé quelques fois au Gala de la Disque, entre autres Révélation, groupe de l'année, album rock. En 96 aussi, album de l'année et album rock pour l'album où vous avez entendu Voisin. Pendant les années 2000, on les a pas vus beaucoup, les frères à cheval, puis il y a eu un retour en 2013. Et là, ils ont fait une tournée. Puis là, ça, on s'en rappelle parce que c'est dans les dernières années, là, avec les Vilains Pingouins, Noir Silence, c'était les groupes de l'époque qui se sont rassemblés pour une tournée, pas plus tard que l'année passée, entre autres. Et vendredi dernier, on l'a fait diffuser. Il nous a laissé cette chanson. Le Grand Voyage, dernière chanson qu'il nous a partagée dans les derniers jours. Puis ça, c'est sûr que ça nous touche droit au cœur. Puis mieux que je frappe au bord du ciel, c'est peut-être un grand Michel qui m'ouvrira et qui me dira qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il a gardé sa musicalité puis son sourire. En tout cas dans les hommages qu'on voit, le sourire est resté, le positivisme est resté malgré le tragique sort. C'est une histoire, moi, qui m'a bouleversée dans les derniers mois, honnêtement. Vraiment. Canadiens ce soir qui joue commence à avoir une atmosphère de série autour de chacun des matchs. Là. T'as entièrement raison. C'est un match à 4 points là, ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa. Et on gardait un œil sur un affrontement important hier dans la Ligue nationale de hockey parce que l'équipe qui est en course directe avec le Canadien, une de ces équipes-là, les Blue Jackets de Columbus, est en action hier. Pas bien, là. C'est plus difficile. 4 défaites de suite. Et hier, tu te souviens du bon Jake Allen? Oui. Ancien gardien du Canadien qui est maintenant pour les Devils du New Jersey. Il en a gaulé une solide hier. Il a aidé le Canadien. Il a aidé le Canadien. Victoire des Devils 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus. Si bien que quand on regarde le classement ce matin, les Blue Jackets sont pas bougés. Le Canadien est toujours 9e avec 71 points. 1 point seulement derrière les Rangers avec le 8e rang avec 72 points.